Bienvenue à toutes et tous sur les lectures audio de la chaîne Histoire d'aimer. Nous voici au deuxième épisode consacré au livre deuxième de l'Anabase de Xénophon. Merci à vous de nous suivre depuis bientôt ces quelques mois, cela nous fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager cet épisode, cela nous aidera grandement. Pour quelques termes un petit peu pointus, vous trouverez ci-joint en description un lexique qui vous aidera. En attendant, installez-vous confortablement, posez des écouteurs sur vos oreilles et laissez-vous guider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Xénophon, Anabase. Livre deuxième, chapitre 2. Alliance avec Arié, on se met en marche et l'on rejoint les troupes du roi. Terreur, panique dans les deux armées. Phalinus repart avec ceux qui l'avaient accompagné. Proclès et Kirisophe reviennent du camp d'Arié. Ménon était resté. Il rapporte qu'Arié a répondu qu'il y avait beaucoup de Perses plus distingués que lui, mais que si vous voulez faire retraite avec lui, il vous prie de le joindre cette nuit, sinon il partira demain, dit-il, de grand matin. Cléarque répond « Eh bien, faites comme vous dites. Si nous vous joignons, sinon, prenez le parti que vous croirez le plus avantageux. » Quant à ce qu'il ferait lui-même, il ne leur en dit rien. Mais ensuite, au coucher du soleil, convoquant les stratèges et les locages, il leur dit « Amis, j'ai sacrifié pour savoir si je devais marcher contre le roi. Les entrailles n'ont pas été favorables. Cela devait être, car d'après mes renseignements, le Tigre qui entre nous et le roi ne se passe qu'en bateau, et nous pouvons le traverser sans embarcation, puisque nous n'en avons point. Rester ici, cela est impossible. Nous n'avons point de vivres. Mais pour aller rejoindre les amis de Cyrus, les victimes sont favorables. Voici donc ce qu'il faut faire. Séparons-nous, et que chacun soupe avec ce qu'il a. Quand la corne sonnera, comme pour le repos, pliez bagages. Au second son, chargez les bêtes de somme. Au troisième, suivez votre chef, la colonne des équipages longeant le fleuve, et les hoplites en dehors. Ces ordres entendus, les stratèges et les locages se retirent et font ce qui est convenu. De ce moment, Cléarque commande et les autres obéissent, sans l'avoir élu, mais voyant bien qu'il avait la tête nécessaire pour commander, tandis que les autres étaient sans expérience. Voici le calcul du chemin qu'on avait fait depuis Éphèse, en Ionie, jusqu'au champ de bataille. En 93 étapes, 535 parasanges et 16 050 stades. Du champ de bataille jusqu'à Babylone, on disait qu'il y avait encore 360 stades. Quand il fit noir, 1000 Tocites de Thrace, suivis de 40 cavaliers thraces et d'environ 300 fantassins de la même nation, déserta pour passer au roi. Cléarque se met à la tête des autres, ainsi qu'il l'avait annoncé. Les autres suivent, et l'on arrive vers minuit à l'ancien campement où se trouve Arié et sa troupe. On pose les armes devant les rangs, et les stratèges ainsi que les locages se rendent auprès d'Arié. Alors les Grecs, Arié et les principaux de son armée jurent de ne point se trahir et de rester alliés fidèles. Les barbares jurent, en outre, de guider loyalement. En jurant, on égorge un sanglier, un taureau, un loup et un bélier, et l'on reçoit le sang dans un bouclier, où les Grecs plongent leurs épées et les barbares leurs lances. Sur ces gages donnés, Cléarque parle ainsi. « Voyons, Arié, puisque vous et nous prenons la même route, dis-moi quel est ton avis sur la marche à suivre. Retournerons-nous par où nous sommes venus, ou bien connais-tu quelque autre route qui soit meilleure ?» Arié répond. « Si nous retournons sur nos pas, nous mourrons tous de faim, puisque nous n'avons plus de vivres. Dans les 17 dernières étapes faites pour arriver ici, nous n'avons rien trouvé dans le pays, ou bien nous avons consommé en passant le peu qu'il y avait. Nous songeons donc à une route plus longue,
mais où nous ne manquerons point de vivre. Nous ferons les premières étapes aussi fortes que nous pourrons, afin de nous éloigner le plus possible de l'armée du roi. Une fois que nous serons en avance sur lui de 2 ou 3 jours de marche, le roi ne pourra plus nous atteindre. Il n'osera même plus nous suivre avec le peu de troupes, et s'il y en a beaucoup, il ne pourra pas aller vite. Peut-être même aura-t-il également peu de vivres. Voilà, dit Harriet. Quel est mon avis à moi ? Ce plan stratégique ne tenait qu'à échapper au roi ou à fuir. Le hasard se montra tacticien plus habile. Dès que le jour paraît, on se met en marche, le soleil à droite, et comptant arriver au soleil couchant à des villages de la Babylonie. On ne se trompait point. Vers l'après-midi, on croit voir des cavaliers ennemis. Ceux des Grecs, qui ne se trouvaient point à leur rang, courent les reprendre. Harriet, qui était monté sur un chariot à cause de ses blessures, sauta bas et met sa cuirasse, ainsi que ceux qui étaient avec lui. Pendant qu'ils s'arment, les éclaireurs qu'on avait envoyés en avant reviennent dire que ce ne sont point des cavaliers, mais des bêtes de somme à la pâture. Tout le monde en conclut que le roi campe près de là, et en effet on apercevait de la fumée dans les villages voisins. Cependant Cléarque ne marche point à l'ennemi. Il voyait que les soldats étaient las, à jeun, et qu'il se faisait tard. Toutefois, il ne se détourne point pour n'avoir pas l'air de fuir. Il mène son monde droit en avant, et, au soleil couché, il campe avec la tête de la colonne dans les villages les plus proches, d'où l'armée royale avait emporté tout, même le bois des maisons. Les premiers arrivés se campent avec assez d'ordre comme d'habitude, mais les seconds, arrivant à la nuit close, se logent au hasard et font grand bruit en s'appelant les uns les autres. Les postes les plus rapprochés des ennemis les entendent et s'enfuient de leurs tentes. On s'en aperçut le lendemain, car on ne vit plus aux environs ni bêtes de somme, ni camp, ni fumée. Le roi lui-même, à ce qu'il paraît, fut effrayé de l'approche de l'armée. Sa conduite du lendemain en est la preuve. Vers le milieu de la nuit, une terreur pareille s'empara des Grecs. Grand bruit, grand tumulte, comme il arrive dans ces sortes d'alertes. Cléarque avait par hasard auprès de lui Tolmide d'Élée, le meilleur crieur de son temps. Il lui enjoint de faire silence et de proclamer ensuite, de la part des chefs, que quiconque dénoncera celui qui a lâché un âne à travers les armes recevra pour récompense un talent d'argent. Cette proclamation fait comprendre aux soldats que leur alarme a été vaine et qu'il n'est rien arrivé à leur chef. Au point du jour, Cléarque ordonne aux Grecs de prendre les armes et de se ranger comme le jour de la bataille.